J'imagine que si vous vivez dans un pays qui est une république, dépourvu de souverain, donc peut-être un peu curieux, se demander à quoi peut servir un prince. Bonsoir. Si l'on évaluait l'importance des hommes au poids des articles qui leur sont consacrés, il serait sûrement deux à se partager la première place, Gorbatchev et le prince Charles. Monseigneur, bonsoir. Et merci d'accorder à TF1 et à 7 sur 7 ce que vous avez rarement fait pour une télévision étrangère, le privilège de vous avoir comme invité dans une émission d'information. Alors ce rendez-vous a été remis, nous devions faire l'émission au mois de juillet en Angleterre, dans votre résidence de Highgrove, et malheureusement ça a coïncidé avec votre chute de cheval, dont chacun se souvient. Vous avez eu un grave accident puisque vous êtes cassé le bras en plusieurs fractures. Alors je voulais vous demander d'abord, comment allez-vous? Voilà, je suis beaucoup plus mieux maintenant, merci madame. Mais c'était un accident stupide, vraiment. Mais maintenant, il est possible pour moi de saluer comme ça, de faire la cravate ici. C'est le problème auparavant, mais maintenant, je suis beaucoup plus mieux, merci. Et vous m'avez dit aussi, parce qu'on a dit deux mots tout à l'heure, que vous avez aussi apporté quelque chose, que vous avez apporté peut-être un peu de gravité, de distance, de regard sur la vie. Peut-être il sera possible pour moi de répondre en anglais, parce que oui. j'ai peur que mon français est terrible. Et je n'ai pas assez de pratique dans la langue française. Mais peut-être avec 3 semaines ou quelque chose comme ça ici, en France, il serait possible de parler. No, I found that, j'ai constaté que, pour une fois dans ma vie, ça m'a permis d'être, plutôt toujours me précipiter dans tous les sens à faire quelque chose. Et contrairement à ce que tout le monde pensait, en fait, pour moi, ça a ouvert une nouvelle dimension dans ma vie. Donc, c'est un bienfait en ce qui me concerne. Alors, nous sommes à Paris, à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Vous êtes en France pour quelques heures et nous avons enregistré cette émission aujourd'hui, mardi 18 décembre. Et pour ceux qui nous regardent, il y a 5 jours. Alors, les Français, qui c'est bien connu depuis qu'ils sont en République, ont des tendresses pour tous les monarques du monde, savent tout de vous, ou presque. Toute une génération s'est éveillée aux grandes retransmissions télévisées avec le couronnement de votre mère, la reine Elisabeth, en 1953, et n'a cessé depuis de suivre votre famille au rythme de ses naissances, de ses joies, de ses problèmes, de ses disparitions ou de ses mariages. Qui peut oublier que le vôtre, avec la princesse Diana, Lady Di, comme on dit en France, fut un événement suivi par autant de téléspectateurs que la finale du mondial ou la chute du mur de Berlin. Vous êtes connu pour avoir de l'humour, de la distance, de la philosophie. Il vous en faut pour ne pas vous formaliser de la curiosité des magazines à l'affût de la dernière robe de votre femme, de vos sourires ou de vos humeurs de couple moderne ou de votre dernière prise de position un peu hétérodoxe. Le seriez-vous que les journaux anglais, à la fois plus respectueux que nous de la couronne mais plus friands des échos de la cour, vous rappelleraient les criantes servitudes de votre rang? Mais aussi, c'est de votre faute, monseigneur. Vous auriez pu, comme vous l'avez dit vous-même, passer votre vie à ne rien faire et attendre patiemment que votre mère vous laisse le trône. Mais vous avez décidé, quelle drôle d'idée, de rompre avec une vie oisive de prince et vous avez choisi de dire votre mot sur les affaires de la cité. Certains ont vu en vous un prince rouge, d'autres vous ont décrit comme un intellectuel un peu excentrique, un doux rêveur, la plupart comme un homme de cœur sincère. Et comme vous refusez d'être une potiche, d'inaugurer les chrysanthèmes, comme on dit en France depuis le général de Gaulle, et que vous bousculez les codes établis, vous êtes infiniment populaire, puisque 90% des Anglais pensent que vous ferez un bon roi, vous qui serez un jour le 43e souverain britannique depuis Guillaume le Conquérant. Alors pour l'heure, vous êtes encore prince de Galles, votre devise c'est « Je sers »,
mais pardon de mon irrespect, pardon d'avance, mais dans un monde qui bascule, où l'histoire s'emballe et où les références se brouillent, à quoi ça sert exactement un prétendant au trône britannique? Well, I mean, I can imagine J'imagine if you live in que si vous vivez dans un pays qui est une république, dépourvu de souverain, donc peut-être un peu curieux, se demander à quoi peut servir un prince. C'est quelque chose qui me préoccupe aussi, à savoir comment fonctionner de la manière la plus efficace à l'heure actuelle, à notre époque moderne. Est-ce que c'est aujourd'hui? Imaginez ce que ça sera dans 20 ou 25 ans, si je suis encore là, bien sûr. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que votre future fonction, est-ce que c'est un métier? Yes. Est-ce que c'est un sacerdoce? Est-ce que c'est un sacrifice? Non, le problème que je ressens, c'est que je m'intéresse beaucoup à ce que je fais maintenant. Parce que je peux très bien me faire renverser par un autobus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un métier, déjà? Pour moi, oui. Certainement. Personne ne saurait définir le rôle d'un héritier de la couronne en Grande-Bretagne en tant que prince de Galles. Il me semble que le principal rôle que je puis assumer, que d'autres ne peuvent assumer, c'est de réunir, d'amener la convergence de toutes sortes de personnes, de toutes les classes possibles, imaginables. C'est ce que j'essaie de faire en Grande-Bretagne, et j'espère pouvoir le faire ailleurs aussi, pour essayer, comment dirais-je, d'élaborer peut-être des démarches plus constructives, plus l'imagination à l'égard de problèmes les plus difficiles. Vous allez parler d'un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur. J'aimerais pourtant savoir ce que c'est pour vous qu'une monarchie moderne. Est-ce que ça passe d'abord avant tout peut-être, par un protocole allégé, rajeuni? Est-ce que ce protocole vous pèse? Est-ce que la curiosité permanente des journaux, de la presse, du public sur les humeurs, les agissements de la famille royale, est-ce que c'est quelque chose qui vous agace ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est un peu indifférent? Yes. Je remarque que vous n'attendez même pas la traduction du français en anglais et que vous me répondez tout de suite. C'est parce que vous parlez de manière si élégante. Non, ce qui me préoccupe un peu, c'est cette tendance qu'on voit se dessiner dans la presse. Surtout en Grande-Bretagne, mais ailleurs aussi, j'imagine. C'est réducteur. On ramène tout, en quelque sorte, un feuilleton radiophonique, un soap. Et cet élément qui est à ce point prédominant constitue peut-être un danger pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on va tout rabaisser vraiment à quelque chose d'idiot? Pour la royauté, l'élément le plus important, c'est savoir comment conserver ce qu'on appelle la mystique. Il y a un élément mystique dans la royauté qu'on retrouve en filigrane dans toute l'histoire du monde. C'est propre à toutes les monarchies, en remontant des milliers d'années en arrière. Conserver donc cet élément, tout en l'alliant à peut-être une pertinence beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. Pour moi, j'ai toujours été préoccupé dans ma perspective. J'ai toujours voulu quand même avoir un rapport direct, une prise sur la situation contemporaine. C'est ça le problème crucial. Je crois qu'on doit pouvoir s'exprimer, parler de toutes sortes de choses, cependant d'une manière qui, Dieu voulant, ne blesse le moins de monde possible. Vous dites il faut voir le côté un peu plus grave, un peu plus profond des choses. Vous dites aussi, si je n'étais pas capable de voir le côté drôle de ma vie, je serais dans un asile depuis longtemps. C'est que, précisément, il vous faut aussi de l'humour, de la distance. Vous êtes considéré un peu comme un anticonformiste. Ça ne doit pas vous déplaire profondément. Am I considered as a conformist? Comme anticonformiste, oh. Oh, anti-conformist. Oui. No, but I think it's important. Je crois qu'il importe de
contester certaines vérités premières, certaines démarches conventionnelles. Il faut remettre en cause peut-être l'orgueil professionnel, quelquefois la pomposité de certains organes, certains groupes de personnes. Ils ne l'apprécient pas, sans doute. Moi non plus, ça ne me plaît guère. Personne n'aime critiquer autrui. Je suis donc obligé de me forcer à dire tout cela. Mais je voudrais voir débattre certaines choses, parce qu'elles doivent être débattues, mais elles ne le seront pas, à moins de susciter une certaine controverse. C'est ça la difficulté. Cela étant, moi je suis de ceux qui, en quelque sorte, se laissent guider par leur cœur plutôt que leur tête. C'est ça, le problème, c'est d'arriver à les réunir. Mais j'écoute ce que mon cœur me dit. Alors, je crois qu'il faut que les Français, on en a un petit peu parlé, comprennent bien votre rôle d'aujourd'hui, votre futur rôle de demain. Vous serez souverain, vous êtes aujourd'hui prince de Galles, mais c'est le Premier ministre britannique qui gouverne. Et la reine, aujourd'hui, votre mère, le roi demain, si vous régnez, vous nommerez le leader du parti majoritaire à la Chambre des communes comme Premier ministre, et vous n'aurez le droit de ne rien dire. Alors, est-ce que le plus dur pour vous, c'est de ne pas être un citoyen comme les autres, d'un citoyen qui a le droit à la parole? Parce que vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez voter, mais vous ne pouvez rien dire. Est-ce que ce n'est pas une amputation qui vous dérange, à laquelle vous êtes obligé de vous faire, mais qui vous dérange? Yes. But I think there's always the reason, I think, that this is developed. La raison pour laquelle tout ça s'est développé en Grande-Bretagne, cette démarche particulière dans notre système constitutionnel, vise uniquement à permettre aux monarques de survoler la politique pour que tous les aspects difficiles, impopulaire, en fait, soit du ressort du gouvernement, des hommes politiques. Le souverain, lui, demeure au-dessus de tout ça. Mais je crois qu'il existe des manières, des façons d'exprimer son sentiment. C'est important. En coulisses, par exemple, ou alors de façon à ce qu'on lise entre les lignes. Mais ça exige beaucoup de doigté, beaucoup de subtilité. C'est pas facile. Et parfois, il faut beaucoup de pratique pour y parvenir. Pour l'instant, je trouve qu'il est assez facile pour moi de prendre position sur certains aspects de la vie, parce que je ne suis pas le souverain. Et j'espère qu'ainsi, maintenant, j'ai acquis une réputation valable pour quelqu'un qui sait où il veut aller. Quand vous régnerez, vous ne pourrez pas dire tout ce que vous dites aujourd'hui? No. Absolument pas. Pas dans le cadre du système de la Constitution britannique. Il n'y a rien par écrit, bien sûr. Tout ça, en fait, est laissé à une démarche évolutionniste. Je ne sais pas. Du fait qu'il n'y a rien de noir sur blanc dans la Constitution, on ne sait jamais. Peut-être qu'on pourra changer son fusil d'épaule. Tout le monde est différent. Moi, je suis différent de ma mère. Et ma mère aussi est différente de son père. Donc, on peut envisager une certaine individualité. Mais dans l'ensemble, il est essentiel de comprendre l'importance de cet équilibre au sein du système constitutionnel britannique. Ce soir, c'est tout à fait inutile que je vous demande ce que vous pensez du départ de Mme Thatcher, si ça vous a attristé, si vous vous êtes réjoui. Je ne saurais rien là-dessus. J'ai beaucoup de mal à parler des dames. C'est un programme télévisé du soir. J'aimerais savoir quelles sont les valeurs aujourd'hui qui sont les vôtres, celles qu'on vous a enseignées, celles que vous voudriez transmettre à vos enfants. Et peut-être à travers ça, quels sont les hommes? On sait que vous avez beaucoup aimé Lord Mountbatten, votre oncle. Quels sont les hommes du passé qui vous ont enseigné quelque chose, que vous admirez, même disparu? J'aimerais un peu savoir, là, oui, vos valeurs et vos grands hommes. La personne que j'ai toujours admirée, c'est le duc de Wellington. Je ne devrais pas le dire ici. Terrible de nous dire ça, nous. Qui d'ailleurs avait cette maison ici.
Mais j'ai toujours considéré comme un homme remarquable. Hein. Vraiment, des talents considérables et un grand seigneur. Ce n'était pas peut-être le meilleur Premier ministre britannique, parce que les gens bien nés ne font pas toujours des hommes politiques de première qualité. Ils l'ont constaté à leurs dépens. Néanmoins, je crois que c'était un grand homme qui avait une espèce de bon sens inné, merveilleux, beaucoup de sagesse naturelle. Je suis un grand admirateur, par exemple, de Platon, de ses œuvres, qui a beaucoup de choses à nous dire. Aujourd'hui, à notre époque, je crois qu'il est dommage que l'Europe plutôt tendance à adopter la démarche aristotélienne plutôt que platonicienne. Notamment à propos de Platon, je crois qu'il est parvenu, en quelque sorte, à peut-être à tenir en lisière son ego, et ça c'est toujours une chose très importante de la vie, une des valeurs, si vous voulez, si valeurs il y a. J'aimerais pouvoir encourager mes enfants à découvrir certaines de ces vérités profondes, je crois, que nos ancêtres de l'Antiquité, de la grande tradition de l'Antiquité romaine, etc., ont représenté. Je crois que nous avons abandonné un grand nombre de ces valeurs classiques, si vous voulez, à nos dépens. Je pense qu'il nous faut les redécouvrir, et peut-être maintenant nous remettre en mémoire les aspects les plus merveilleux. Pas tous, certes, parce que je pense qu'ils peuvent nous donner comme un phare pour l'avenir, dans un monde très incertain. Il faut qu'on nous rappelle nos racines, qui remontent si loin dans le temps. On vous saura gré d'aimer Platon. En France, pardon, mais Wellington n'est pas très bien vu. Bon. Alors, l'environnement, l'écologie, on sait que ce sont des thèmes qui vous sont très chers depuis longtemps, et en Angleterre récemment, vous avez fait même un clip où vous jouez votre propre rôle de prince de Galles pour mettre un peu en alerte les citoyens et les industriels contre l'environnement saccagé, contre la pollution. Alors, vous payez de votre personne parce que c'est le thème qui vous semble aujourd'hui la priorité des priorités, ou parce que là, précisément, c'est un thème sur lequel vous pouvez parler librement? En fait, c'est un peu des deux. Parce que, tout d'abord, j'ai toujours eu une opinion arrêtée là-dessus. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je sais que ça paraît peut-être un peu pharisaïque de le dire, mais il y a 20 ans déjà, j'essayais de persuader certaines personnes les valeurs du recyclage des déchets, des eaux usées. Pour moi, c'est frappé au coin du bon sens. Je viens de voir une preuve, d'ailleurs, tangible lors de ma visite aux États-Unis, à Los Angeles. Mais j'étais trop jeune, j'avais 20 ans, personne ne m'écoutait. C'est pas qu'on m'écoute davantage maintenant. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a le risque que tout ce que je dis, évidemment, prête davantage à controverse, se politise. Mais j'espère quand même, moi-même, avoir acquis certains titres. C'est facile pour moi de continuer à le dire. Aujourd'hui, c'est plus crédible pour vous de continuer à en parler. Est-ce que le plus grave pour vous, c'est la pollution de l'air, c'est la pollution de l'eau, c'est la pollution des villes, c'est la pollution industrielle, c'est la pollution quotidienne de tous les citoyens du monde qui saccagent la planète? Quel est le plus grave, à votre avis? L'alerte maximum? J'ai réalisé un film avec la BBC au début de cette année. On l'a projeté en mai, je crois. Sur toutes ces questions, les problèmes d'environnement. Et j'ai voulu tenter d'expliquer que pour moi, le problème réside dans notre attitude personnelle, la façon dont nous concevons la vie, ou pour ne pas mâcher mes mots, la façon dont nous avons, si vous voulez, séparé les choses qui contiennent un élément de sacré de celles, disons, qui sont totalement séculaires. Je pense que de nos jours, nous sommes devenus totalement séculiers sans comprendre qu'il y a une autre dimension plus importante
qui a de l'importance dans notre vie, dans toute notre perception de la Terre. Je crois que ça vient de notre obsession, la démarche scientifique rationnelle née à l'âge des Lumières et qui a en fait renoncé, à même tourné en ridicule l'autre aspect de notre humanité, c'est-à-dire à savoir, faute de donner une certaine liberté d'expression, les sociétés deviennent des sociétés réprimées et qui créent ces problèmes. Et je pense également, il nous faut également nous focaliser sur ce grand aspect qui est la qualité de la vie et qui se trouve au cœur de toute précisément, cette controverse. La qualité de la vie, ça passe par l'environnement, par l'écologie, ça passe par l'architecture, par l'urbanisme. Et ça, on sait aussi que c'est un des sujets qui vous est cher, et vous avez même écrit un livre qui s'appelle Le Prince et la Cité, qui est une réflexion précisément sur l'homme et son cadre de vie. Et vous dites, en gros, pardon si je raccourcis, si je caricature, mais vous dites, il faut réconcilier précisément l'homme et la beauté. Et j'étais très encouragé, je dois dire, de recevoir l'autre jour un livre vert, un document émanant de la Commission des communautés européennes, un groupe écologique sur la façon de résoudre ces problèmes urbains. Et j'étais très encouragé de voir, en fait, ça fait écho à un grand nombre de choses que j'ai voulu dire moi-même. Comment peut-être redonner la santé à nos villes, redonner tout leur sens à ces valeurs esthétiques, ces concepts, cette espèce de panachage, la fin des zones les plus déshéritées. Je crois que tout ça constitue un défi considérable pour nous. J'oserais presque dire qui peut être vraiment en désaccord avec ce que vous dites, parce qu'au fond, vous dites oui, il faut plutôt ne pas saccager nos villes, il faut plutôt construire beau que laid. Et il y a un certain nombre de gens qui vous disent, notamment les architectes modernistes, qui vous disent que vous avez une vision un peu conservatrice, passéiste de l'architecture, et que vous seriez au fond un peu un nostalgique. Peut-être, j'imagine qu'on peut le dire, mais je ne suis pas obsédé par les modes, ou ce qui est dans le vent, ou ce qui est révolutionnaire. Non. Ce qui m'offusque, si vous voulez, dans la démarche moderniste en architecture, ce dont nous parlons en fait, c'est qu'en fait, a renoncé totalement et complètement à toute pertinence, tout lien avec le passé, comme si le passé n'existait pas. Seul le futur, seul le présent compte. Vous parlez de la beauté comme étant quelque chose de dépassé. Mais la plupart des architectes que j'ai rencontrés vivent dans des maisons plus anciennes et leur résidence secondaire se trouve dans des villages merveilleux de la campagne française ou italienne. Non, ce qui a dérapé, disons, il y a 40, 50, 60 ans de ça, c'est de se faire cette rupture avec le passé, qui est à ce point important pour nous. Si nous perdons notre mémoire, nous succombons, nous mourrons. C'est ce que Ceausescu a voulu faire en Roumanie, exactement ça. Il a voulu faire table rase des liens que les gens du peuple, les gens ordinaires, avaient avec leur histoire, leur religion, leur culture, en les mettant dans des espèces de centres agro-industriels, casernes, où ils n'avaient plus aucun contact avec la terre, avec leurs jardins, avec leurs poulets, avec leurs chèvres, avec leur église. Et c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, par erreur, en Europe et en Grande-Bretagne notamment. Et c'est une expérience fâcheuse qui n'a pas marché. Et nous voyons aujourd'hui les fruits, le résultat dans toute l'Europe. Vous connaissez, alors là, simplement du point de vue architectural, vous connaissez l'Arche de la Défense, la pyramide du Louvre, peut-être l'Opéra Bastille. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous n'aimez pas, je suis sûr que le président de la République ne se formalisera pas, ne sera pas vexé. Moi, je ne les aurais peut-être pas mis là moi-même. Mais vraiment, ça a été fait, comme c'est souvent le cas en France, avec beaucoup de goût.
Et je pensais, hormis le fait que c'est une forme géométrique identifiable, ça facilite les choses, c'est pas simplement une forme un peu particulière, biscornue. Il y a aussi le granit français qui l'entoure et j'ai trouvé que c'était élégant. Lorsque je suis allé voir la Grande Arche, là encore une fois, vous ne le croirez peut-être pas, mais ça m'a paru remarquable, encore une fois, parce que c'est la France et vous avez visé juste, l'échelle était juste et c'est remarquable de finir toute cette perspective depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la Défense. C'est le lien entre le passé et le futur. Et je pensais ce qu'il y avait d'extraordinaire en plus, c'était vraiment comme un cadre de tableau gigantesque qui encadrait le ciel. C'est spectaculaire. Hein. Cela dit, je ne suis pas entièrement convaincu de la façon dont la défense a été conçue. Moi, je ne pourrais pas m'y établir. Je perdrais la boule. Mais l'arche, c'est spectaculaire. En tout cas, je note que la pyramide, c'est très beau. Peut-être pas là. Peut-être pas. Mais j'étais très impressionné par les projets, les plans pour le jardin du Louvre. C'est quelque chose de merveilleusement français. Merci. Joyeux Noël. Bonne année. Vous voyez qu'on peut faire une émission entière en France avec la presse française sans qu'il soit un instant question de la cour britannique, de la vie à la cour, de la famille royale. Merci beaucoup, madame, pour être si gentille.